commencer cette table ronde. Moi, je suis le modérateur de cette table ronde, donc je suis chargé de distribuer la parole. Je m'appelle Fabrice Nicolino et je suis journaliste. Donc, il faut que je vous dise un truc en préambule, c'est que Dominique Bellepomme m'a conseillé très vivement de faire attention au temps qui passe, parce que nous sommes en retard visiblement par rapport à l'horaire prévu. Et donc, si vous me voyez un petit peu véhément dans mes relances ou dans mes interventions par rapport aux gens qui interviennent, vous comprendrez pourquoi. Alors, moi, c'est très personnel, mais je voudrais commencer au fond, je voudrais m'adresser au fond, pour commencer, aux responsables politiques qui ont accepté, je les en remercie, de participer à notre rendez-vous. Je pense à M. Grosdidier, je pense évidemment à Chantal Joanneau, qui a été secrétaire d'État à l'écologie. Et au fond, je ne sais pas s'il était là tout à l'heure, quand les intervenants racontaient notamment leurs travaux et l'état des travaux scientifiques dans leur domaine respectif. Je pense notamment à l'intervention qui m'a beaucoup frappé de Gilles-Éric Serralini. En face d'une situation qui paraît extrêmement compliquée, extrêmement difficile pour nous tous, et pour la santé publique en général. Moi, j'aimerais savoir finalement comment nos politiques, les responsables, que je remercie une nouvelle fois, comment ces responsables politiques voient l'affaire et quel est leur sentiment par rapport à l'état d'esprit des forces politiques auxquelles ils appartiennent. Alors, je voudrais peut-être donner la parole pour commencer à Madame Joanneau. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Joanneau? Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, par rapport à l'ensemble des débats qui sont ici, pour un responsable politique, en fait, nous, on n'est pas qualifiés pour résoudre la controverse scientifique. On ne peut pas dire ce qui est vrai ou ce qui est faux, ce n'est pas notre rôle. Et puis, si on le faisait, je pense que vous nous rappelleriez assez vite à l'ordre. Par contre, notre rôle, c'est déjà, de la connaître, c'est-à-dire de ne pas l'ignorer. Et puis aussi peut-être de l'organiser. Le rôle du politique, c'est de faire en sorte que l'expertise scientifique soit bien indépendante, qu'elle soit bien contradictoire, qu'elle soit bien pluraliste. Donc d'être capable d'identifier ce qu'évoquait le professeur Serralini tout à l'heure, quand quelqu'un porte des affirmations, connaître ses liens d'intérêt et ses conflits d'intérêt, de faire en sorte que l'expertise publique soit la plus indépendante et la plus neutre possible. Et puis le deuxième élément, c'est connaître cette controverse scientifique. Ce qui est assez frappant, en fait, c'est que dès qu'on rentre dans des termes un peu techniques, un peu scientifiques, tout de suite, le politique soit fuit le débat, soit l'ignore, soit dit qu'il ne le comprend pas. Donc ça suppose déjà un petit investissement, mais qui n'est pas démentiel, puisque si j'ai réussi à le faire, ça doit être possible. Et puis ensuite, connaître cette controverse scientifique, ce qui est assez frappant, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est qu'on est face à des phénomènes qui touchent des générations entières. On évoquait tout à l'heure l'espérance de vie sans incapacité ou sans handicap. On évoque la progression, effectivement, de certaines formes de cancer. On évoque des maladies qui sont des maladies chroniques, le diabète, l'obésité, les maladies neurodégénératives, cardiovasculaires, les allergies. Ça, c'est des controverses que l'on doit connaître. Et surtout être conscient qu'on est en train d'exposer des générations entières à des produits identiques, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est un phénomène extrêmement récent de voir que des générations entières vont être exposées à des produits, que ce soit les ondes, que ce soit, on évoquait traditionnellement les perturbateurs endocriniens, les différentes formes de pesticides, ce qui nous oblige, nous, à avoir une approche très différente de celle qui a toujours été portée. Et ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est de constater que le système de santé tel qu'il est incapable de faire face à ça. Chaque année, on se lamente dans le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale, de déficit chronique, et deux, de constater qu'effectivement, on n'arrive pas à soigner. On n'arrive pas sur l'état de santé global de la population, on voit des alertes et on n'arrive pas à les traiter. Donc, par rapport à nos formations scientifiques, je vais être très claire avec vous, nos formations politiques, pardon. Je ne me prononcerai pas trop. Pour la mienne, on a des gens qui sont plutôt ouverts, donc je ne veux pas dire qu'on est les bons élèves, mais il y a à boire et à manger. Mais par contre, ce qui m'a frappé au Sénat, puisque là c'est plutôt le Sénat qui est représenté, au Sénat, il y a eu une régression du débat incroyable.
C'est-à-dire qu'on en est venu à discuter d'une proposition de loi pour dire qu'il fallait contrebalancer le principe de précaution avec un principe d'innovation. Alors déjà, c'est ne pas connaître le contenu, effectivement, de la charte de l'environnement. Et ça a fait la quasi-unanimité. Enfin, cette proposition de loi, elle est passée, elle a été adoptée. Et je crois qu'on a été peut-être une trentaine à voter contre. Une trentaine. Vous entendez aujourd'hui au sein de l'hémicycle des choses qu'on n'entendait pas, qu'on pensait ne plus entendre. Et on se posait la question tout à l'heure en aparté, mais est-ce que quand ils ont voté différentes dispositions, par exemple dans le cadre du Grenelle, est-ce qu'ils l'ont fait par conviction ou parce que c'était un effet de mode? Enfin, aujourd'hui, moi je suis extrêmement inquiète de voir l'évolution du débat politique, parce qu'on passe pour de dangereux illuminés quand on aborde ces sujets aujourd'hui, quand on continue à les aborder avec exactement les mêmes mots et les mêmes positions qu'auparavant. Exactement. Alors même que la science évolue, alors même que la science apporte effectivement de plus en plus d'éléments concrets sur les liens entre santé et environnement, on arrive absolument, on a l'impression qu'à l'inverse, le débat politique est en train, lui, de revenir en arrière. Et que ce débat politique qui est en train de nous dire « Attendez, il faut être scientifique, il faut arrêter maintenant avec vos élucubrations », il dit « Oui, justement, on va être scientifique. Justement, on va vous apporter des éléments scientifiques, on va débattre d'éléments scientifiques. On a le même problème sur d'autres sujets, sur la cause animale, mais ça, on en reparlera peut-être une autre fois. Mais je suis un peu... pas pessimiste, parce que je n'ai pas le droit d'être pessimiste, mais en tout cas très interrogative par rapport à cette évolution du débat politique. Et de passer la parole à votre voisin. Pardon ? Il faut mettre votre micro. Voilà. Le micro ne marchait pas, excusez-moi. Donc, Mme Joanneau, permettez-moi de vous couper. Je voulais passer la parole à votre voisin, M. Grosdidier, qui est un responsable politique de Moselle important. Il est sénateur actuellement. Il a été député et conseiller général. Est-ce que vous avez le même sentiment que Mme Joanneau? Est-ce que vraiment la classe politique à laquelle vous appartenez se montre indifférente à l'accumulation d'éléments et même de preuves scientifiques? Je dirais, hélas, oui. Je peux partager le même constat. On est plutôt en régression. Alors, quel a été le moment de fracture? Ça a été la crise économique de 2008. Et je ne dirais pas comme Jean Hus que le problème, c'est il faut renoncer à la croissance dans un modèle de décroissance. Presque tendance à dire la décroissance, on y est, puisqu'on est au moins en France en complète stagnation. Et s'il suffisait de la stagnation économique pour régler nos problèmes écologiques ou sanitaires, on y serait. Non, je regrette qu'avec la croissance et l'apparition d'urgence économique et parfois même simplement budgétaire, on ait d'abord oublié toute la réussite conceptuelle du Grenelle, qui a été quand même un dépassement des oppositions traditionnelles entre économie et écologie ou entre développement et environnement. Donc on ne va pas débattre sur les mots, mais c'est évident qu'on ne peut pas continuer à croître quantitativement comme on le fait depuis le début de la révolution industrielle, ça on en est tous d'accord, mais que pour autant ce n'est pas dans la décroissance ou la réduction du PIB, même si on peut prendre d'autres éléments en compte dans ce PIB, qu'on retrouve, bien au contraire, les ressorts pour relever les défis environnementaux. Alors, à vrai dire, là où le débat apparaît complètement biaisé, c'est que quelles que soient les forces politiques en présence, les forces plus à gauche ou les forces plus à droite, tout le monde aujourd'hui considère la santé humaine comme la valeur absolue, qui doit dépasser toute considération, même économique et sociale. Il n'y a pas une force politique, il y a peut-être à l'extrême droite qu'on vous dira que certains humains comptent plus que d'autres, mais en tout cas, dans l'ensemble des forces politiques, on placera la santé humaine au-dessus de toute considération. Sur un plan philosophique, on peut contester cet anthropocentrisme, qui est peut-être une forme d'égoïsme, mais en tout cas, on peut au moins partir de cela. L'environnement peut être relégué au second plan
de considérations économiques, mais je me rends compte que très souvent, la meilleure façon de sensibiliser à l'environnement, ce sont les questions justement de santé environnementale, où c'est de considérer la biodiversité pas seulement sous l'élément patrimonial, mais comme matière première, ressource de la pharmacopée, et donc sous un angle là très anthropocentrique, presque utilitariste, et qu'on peut toucher. Alors, où le bas blesse aujourd'hui, c'est que on a, avec la survenance de la crise, déjà le réveil, on le sent bien au Parlement, le réveil de lobbies qui avaient dû faire le dos rond pendant les années 2000, devant une prise de conscience de l'opinion, et finalement s'imposer parce que quand même, quelles que soient les imperfections de la démocratie et quelles que soient les manipulations possibles de l'opinion, l'opinion reste reine. Et on l'a vu quand même dans les années 2000, que cette très forte sensibilisation influençait tant la droite que la gauche, puisque même si l'impasse avait été faite sur le nucléaire, qui divisait très fortement la droite et la gauche, sur toutes les autres grandes questions environnementales, on a eu un consensus. Un consensus qui aujourd'hui est d'une part mis en cause, allez dire, sur le plan des idées aujourd'hui à droite, on le vit, intérieure, quoi, hein. Les primaires à droite, elles se déroulent plutôt sur une surenchère productiviste que sur les questions d'environnement. Et dans la gauche, excuse-moi Marie-Christine, mais les Verts me semblent très marginalisés par rapport à ce qu'ils étaient. Donc, on est... les questions politiques abordées ne sont plus celles-là. Après ça, il y a quand je parle du réveil de ces lobbies, moi j'ai entendu avec tellement d'intérêt Éric parler des OGM ou l'exposer sur le chlordécone, parce que moi j'ai vécu ça de l'intérieur. Je me souviens, moi j'ai abordé la question des OGM en ayant peut-être plus d'a priori contre José Bové que contre la FNSEA. Quand j'ai vu comment les débats de la mission d'information parlementaire étaient orientés, comment c'était presque pipé, comment le pauvre Éric Serralidi a presque comparu devant un tribunal inquisitorial lorsque il s'est exprimé devant la mission d'information parlementaire qui au départ ne voulait pas l'entendre. Quand j'ai vu ensuite dans le débat sur la loi d'OGM comment la bonne loi initiale issue du Grenelle avait été complètement transformée en commission et mise en œuvre les lobbies pour que, même si l'affichage restait le même, dans chacun des amendements, on supprimait le double seing, par exemple, du ministre de l'Agriculture et de celui de l'Écologie pour une autorisation de mise sur le marché. Comment, ça, dans les détails, on restreignait la responsabilité du contaminant. C'est-à-dire on la restreignait simplement à l'agriculteur final qui se situe à proximité alors que la dissémination par le grand distance. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On voyait bien comment le travail des lobbies s'exprimait au sein du Parlement très efficacement dans les détails, mais je ne veux dire pas dans les débats de grand public. Aujourd'hui, là on est en régression complète, c'est qu'on se rende compte que c'est dans le débat de grand public qu'aujourd'hui, tendance à croire que le retour de la croissance en France viendra par les OGM et par les gaz de schiste et que tout le reste est absolument secondaire. Alors, dans ce contexte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des actions comme celle de cet après-midi, à la réitération de l'appel de Paris 10 ans après, que les actions grand public sont plus importantes que jamais parce que, et c'est là où je ne désespère pas, c'est que l'opinion reste reine en démocratie, et que la santé humaine reste pour tous la valeur supérieure, c'est qu'il faut continuer à faire savoir. Deuxièmement, c'est qu'il faut absolument s'appuyer, ça c'est pas la fonction des politiques, sur une expertise. Et je sais à quel point l'expertise telle celle de Gérard Salini, celle de Dominique Bellepomme, a été parfois atteinte dans sa crédibilité. Je n'ai jamais vu. La politique est violente, très violente. Les chocs entre les hommes et parfois les femmes sont très durs avec énormément de coups fourrés. Et pourtant, je n'ai rarement vu telle manœuvre de décrédibilisation d'individus comme j'en ai vu pour Gilles Raxini ou pour Dominique Bellepomme, y compris dans les plus hautes sphères de l'État. Et je l'ai vu mise en œuvre physiquement.
Bon, donc ça veut dire qu'il faut une immense capacité, oui, et j'abrège, j'allais dire, de résistance là-dessus. Et il faut donc continuer à se battre sur la fin de la consanguinité concerne tous les domaines dans les grands corps de l'État, etc. Sur la prévention des conflits d'intérêts, y compris à se battre sur un plan judiciaire, où on est dans une situation aberrante, où aujourd'hui, n'importe quel petit maire est poursuivi parce qu'il aura voté la subvention au club de foot dont son fils ou son cousin était le président, alors que les conflits d'intérêts graves dans notre société ne sont pas là. Conflits d'intérêts graves, ils sont dans ce que des représentants directs du lobby agricole sont les seuls à avoir autorité sur les questions agricoles au Parlement, etc., etc. Donc, il faut continuer à se battre de ces questions. Donc, je peux que partager le diagnostic de Chantal et sur la régression aujourd'hui de la classe politique depuis 10 ans, depuis la survenance de la crise. Simplement, je conclus simplement qu'il faut se battre encore plus fort parce que la santé reste la valeur suprême, que, hélas, plus on avance, plus on apporte les preuves scientifiques de ce qui pouvait apparaître comme des intuitions simplement il y a un certain temps et qui apparaît de plus en plus comme des certitudes, et on va passer de la précaution à la prévention. Donc voilà, je voulais vous dire, c'est pas parce qu'on perd du terrain qu'il faut baisser en combativité pour ne pas le regagner et dépasser même ce qu'on avait atteint dans les années 2000. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Merci. Un tout petit mot. Moi, ça me paraît très significatif que tant Mme Joanneau que M. Grosdidier appartiennent finalement à des formations politiques de droite, celles qui ont été au pouvoir avant les formations politiques de gauche, avant le Parti socialiste qui gouverne aujourd'hui. Donc ça me paraît très intéressant, et très intéressant que tous les deux soient d'accord sur le diagnostic général, c'est-à-dire il y a régression dans l'esprit d'un certain nombre de responsables politiques, et donc nécessité sans doute de trouver des formes d'action nouvelles, ou en tout cas mieux adaptées. Je souhaite vraiment les remercier profondément tous les deux. Un petit mot sur l'actualité. Vous avez peut-être vu ou pas la prise de position de Nicolas Sarkozy, qui est notre ancien président de la République, de droite lui aussi, et qui s'est engagé, peut-être imprudemment, mais en tout cas qui s'est engagé publiquement contre le principe de précaution. C'est-à-dire que dans des discours publics, il est allé fort loin, et il est entré finalement dans une opposition frontale à la politique qui avait été décidée par Jacques Chirac à l'époque où il était président de la République en 2005, avec ce principe de précaution adossé à la Constitution française. Je pense que ce fait-là signifie quelque chose, et je pense que c'est assez dans le droit fil de ce que Mme Joanneau et M. Grosdidier nous ont dit. Je voudrais passer la parole en sachant que je vais être encore plus coupant, si possible, qu'avec nos deux invités, à François Veillerette. François Veillerette, c'est le président de Génération Future, une association qui s'est spécialisée dans la bagarre contre les pesticides, mais qui, au-delà, s'intéresse aux questions essentielles pour nous tous entre la santé et l'environnement. Et je voudrais lui demander si finalement, lui, en tant que responsable d'association, il a le sentiment qu'en effet, on assiste à une régression et qu'il est plus difficile aujourd'hui de batailler sur la question des pesticides, ou plus généralement sur la question des contaminants chimiques, qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Voilà, François. Oui, alors c'est une question compliquée. Il y a des choses qui ont progressé au niveau des concepts. On reconnaît beaucoup plus facilement aujourd'hui, quand même, dans le discours qu'il y a 10 ans ou 15 ans, qu'il y a effectivement un lien entre la dégradation de l'état de santé de la population et la dégradation de l'environnement. Donc ça, disons, c'est un peu, je pense que c'est quand même acté. La vraie difficulté commence quand il faut mettre en place des actions qui peuvent déranger des groupes d'intérêt, c'est-à-dire de l'évaluation des substances un peu poussées, voire même le retrait de substances ou de techniques du marché. Et là, ça pose vraiment des problèmes. On a même parfois des cas où on voit des lois qui sont votées, qui ne sont pas appliquées. Je pourrais en donner un certain nombre d'exemples. On a publié avec le réseau Pesticide Action Network, que je représente aussi aujourd'hui, un petit travail il y a quelques semaines qui montrait que, contrairement aux dispositions prévues dans le règlement européen sur les pesticides, qui prévoit que, en fait, on joigne au dossier d'autorisation d'un pesticide l'ensemble de la littérature scientifique publiée sur 10 ans,
c'était fait en fait ça que dans à peu près 20% des cas. C'est-à-dire que le règlement n'est pas appliqué et la science n'est pas utilisée, la science indépendante. Donc il ne s'agit pas, nous, dans notre action d'être dogmatique ou de ne pas vouloir de la science. Bien au contraire, c'était une demande des associations que l'ensemble de la littérature scientifique publiée soit jointe au dossier. Ce n'était pas le cas, parce qu'il y avait juste des études qui suivaient les normes dites de bonnes pratiques de laboratoire, qui sont des normes définies par l'industrie des pesticides. Ça a été conçu par des toxicologues de BASF, qui étaient prises en compte. Et donc, on avait une avancée législative qui n'est pas appliquée. On se rend compte, 20% des cas seulement, il y a des études scientifiques qui sont jointes au dossier, des études universitaires, et elles modifient les doses journalières admissibles, toutes les valeurs seuils qu'on a vues tout à l'heure, les NOAEL, etc., dans 0% des cas. C'est-à-dire que l'ensemble de la littérature scientifique qui a été fournie, qui représentait une petite fraction de ce qui était disponible, n'a jamais modifié une décision publique dans le cadre de ce règlement sur les pesticides. Ce qui veut dire qu'on a un problème politique qui consiste à faire voter des lois, mais même une fois que les lois ou les règlements au niveau européen sont votés, encore faut-il les faire vivre et les appliquer. On pourrait prendre plein d'exemples. Au niveau français, la loi sur le bisphénol dans les contenants alimentaires, 2012, on dit voilà, le bisphénol A va être retiré des contenants alimentaires en 2015, 1er janvier, et dans l'attente, on va faire de l'étiquetage pour que les gens sachent ce qu'ils puissent faire un choix de consommation. Les décrets n'ont jamais été pris. Donc, vous n'avez jamais vu un emballage alimentaire étiqueté, attention, ce contenant alimentaire contient du bisphénol A. Donc là encore, on n'a pas appliqué la loi. La grande affaire des perturbateurs endocriniens dont on parle beaucoup en ce moment, ça a commencé encore une fois avec l'affaire des pesticides. Un règlement prévoit qu'on doit exclure les pesticides et perturbateurs endocriniens pouvant avoir un effet négatif sur l'homme. Mais pour pouvoir les exclure, il faut savoir de quoi on parle. Donc il faut définir des critères scientifiques qui vont permettre de dire oui, c'est un perturbateur endocrinien, cette substance ou pas. Ça aurait dû être défini par la Commission européenne pour le 14 décembre 2013. Aujourd'hui, ça n'a toujours pas été défini. Il y a eu une action des lobbies de l'agrochimie extrêmement forte. Ça a été détaillé par des journalistes comme Stéphane Aurel, des gens comme Stéphane Foucard dans Le Monde. Et ce règlement, de fait, n'est pas appliqué. Et aujourd'hui, on a une Commission européenne qui nous dit « Oui, d'accord, on a prévu d'exclure ces pesticides sur des critères de danger, c'est-à-dire sur leurs propriétés intrinsèques, mais bon, on a l'industrie qui nous menace. » Moi, c'est le chef de cabinet à la DG Sanco qui me l'a dit, qui nous menace de procès. DG Sanco, c'est la Direction Générale Santé-Consommation de la Commission européenne. Et donc, on est obligé de négocier la manière dont on va appliquer ce règlement. Et l'exclusion va pas être automatique. On est en train d'essayer de voir si dans certains cas on peut pas refaire de l'évaluation du risque, etc. Je rentre pas dans les détails, ce serait trop long. Mais encore une fois, il y a un problème d'application du règlement tel qu'il a été voté, parce que les lobbies dont on a beaucoup parlé cet après-midi interviennent à tous les niveaux. Au niveau qui précède l'adoption de la législation. Ils font bien sûr tout pour qu'elle soit la moins contraignante possible, mais une fois que la législation est adoptée, là encore, ils arrivent parfois à la vider d'une partie de sa substance. Si on regarde, pour finir, la grande législation REACH sur les produits chimiques, je me suis amusé, enfin si on peut appeler ça amusé, cette semaine à faire un peu le tour des différentes listes. Il y a eu qu'à peu près 150 substances qui ont été évaluées, une trentaine sur la liste des substances candidates à l'autorisation, ça fait quand même très peu, et puis je crois à peu près une centaine de substances pour lesquelles il va y avoir des restrictions, sur 100 000 produits chimiques, et ça fait 6 ans que ce règlement est mis en œuvre. Donc on voit très bien que ça ne produit pas les résultats, et nous ce qu'on reproche à l'ensemble de la politique actuellement en matière, c'est que soit on ne prend pas des décisions politiques qui vont déboucher sur des résultats, on fait des études, etc. C'est très bien de faire des études, il faut en faire, mais il faut avoir le courage de mettre en œuvre des politiques qui vont concrètement diminuer l'exposition des Françaises et des Français à des technologies ou des produits dangereux. Et deuxièmement, quand des législations sont adoptées, il faut qu'elles soient vraiment appliquées à la lettre et pas diluées sous pression de groupes d'intérêt. Ok, merci beaucoup François Verrette. Je trouve ce propos très éclairant parce qu'on voit qu'il ne suffit pas que les politiques, en pleine régression d'après nos invités de droite, que les politiques se mettent d'accord sur des mesures, encore faut-il qu'elles soient réellement appliquées. Et on voit là, évidemment, notamment au niveau européen, l'action des lobbies industriels qui est évidemment néfaste, en tout cas selon moi, sans aucune discussion possible. Je voudrais passer la parole à Marie-Christine Blandin, qui est à l'extrême droite là, de cette table.
et seulement de cette table. Marie-Christine Blandin, c'est un personnage important de notre histoire politique récente. Elle a été présidente de la région Nord-Pas-de-Calais il y a plus que 20 ans, il y a presque 25 ans maintenant, à la surprise générale. Donc elle est responsable écologiste, elle a été longtemps, même si elle n'est plus membre de ce parti, elle a été longtemps une responsable du mouvement Europe Écologie Les Verts. Et dans le cadre de son travail au Sénat, puisqu'elle était sénatrice, eh bien, elle a beaucoup travaillé, à ma connaissance, mais elle nous dira peut-être un petit peu plus sur les questions de biodiversité. Et ce qui me paraît intéressant aussi, c'est qu'elle a travaillé de manière assez positive, elle nous le dira, si j'espère ne pas me tromper, avec des responsables du Sénat de droite, et je pense au sénateur Jean-François Legrand, par exemple, avec qui elle avait créé, disons, une sorte de dynamique assez utile à nous tous. Et donc, je voudrais voir son point de vue et son sentiment sur ce qui vient d'être dit depuis le début de cette discussion entre nous. Alors, bien rapidement, d'abord pour dire que tout ne se passe pas au Parlement. Malheureusement, les dégâts sont mondiaux de toutes ces technologies qu'on a évoquées sur l'environnement, sur la santé. Les dégâts sont mondiaux, mais les gouvernances qui pourraient nous protéger sont très étriquées, nationales, pendant que les groupes économiques, eux, diffusent les choses qui polluent sur toute la planète. Ce qui se passe au Parlement, je suis dans le même état d'esprit que les sénateurs Grosdidier et Chantal Jouanneau. Ça régresse, le débat baisse, les lobbies tapent sur la table et la sphère politique majoritaire d'un bord ou de l'autre, paniquée devant le manque de croissance, adopte une position suiviste envers toutes ces technologies dites prometteuses que je considère comme dangereuses. Au Parlement, il y a un truc qui s'appelle l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, fondé dans les années 80 finalement pour protéger le citoyen. 36 membres, 18 députés, 18 sénateurs, c'est devenu le cheval de Troie où entrent des gens qui veulent promouvoir des saloperies. Donc Chantal s'y est essayée et elle s'y est usé les dents. Moi, je viens d'y retourner et je sais que je vais m'y user, c'est terrible. Par exemple, un député Gatignolles a fait un rapport sur les pesticides disant que les agriculteurs victimes de pathologies l'étaient parce qu'ils marchaient derrière leur tracteur qui brûle du diesel et qu'ils respiraient des mauvaises fumées. De même que sur la mortalité des abeilles, il était urgent de prévoir des cours de formation pour les agriculteurs qui étaient incompétents. C'est dans le rapport de l'Office. Voilà. Alors, vous pourrez vous dire, il y a 36 personnes corrompues. Ben non, le règlement n'est pas suivi et donc on vote sans quorum. Et ce genre de rapport est voté par 4 voix, 5 voix sur les 36 qui sont occupées ailleurs. Voilà. Donc, voilà un exemple de lobby. Sur les lois, cet office vient de ressortir le principe d'innovation pour faire une résolution contre le principe de précaution. Sur les lois, je cautionne le fait qui a été témoigné par mes collègues. Oui, il y a lenteur. Oui, il y a non-application. Oui, il y a érosion. Il y a une petite loi sur les pesticides. Il fallait voir tous les amendements. Pas cette année, pas l'année prochaine, pas les cimetières, pas à côté des forêts, pas chez l'ONF, etc. Enfin, vraiment, c'était la course à la réduction. Moi, j'ai fait une loi sur les lanceurs d'alerte. Il a fallu 14 mois pour que les décrets reviennent du Conseil d'État. Et maintenant seulement, il y a lanceur d'alerte et garantie de l'indépendance de l'expertise, donc ça chatouille beaucoup de monde parce qu'on va tout contrôler. Alors, on va faire un comité de préfiguration de la commission qui permettra de contrôler ça. On va encore se prendre 1 an dans la vue. Sur les solidarités transparties, oui, j'ai travaillé avec Jean-François Legrand, sénateur UMP de la Manche, et nous avons porté haut et fort les couleurs de la biodiversité. On a tellement bien travaillé qu'on nous a confié le groupe OGM, et on y a tellement travaillé qu'on a obtenu un consensus qui disait le droit de tout consommateur d'avoir des assiettes sans OGM, le droit de tout agriculteur de cultiver sans OGM. Vous savez ce que le Parlement en a fait? Le droit de tout consommateur de manger avec ou sans OGM, le droit de tout cultivateur de cultiver
avec ou sans OGM à plein champ, ce qui revient évidemment à tuer la possibilité d'avoir des cultures sans OGM. Enfin, en santé et en environnement, moi, je n'ai qu'un appel à vous donner parce que je n'ai rien préparé. Je remplace au pied levé Aline Archimbaud. C'est que nos ministres de la Santé successifs acquièrent le QI des enfants de CM2. Ils l'acquièrent. Je le souhaite de tous mes voeux. Et je vais vous donner la preuve, parce que je ne dis pas ça méchamment. C'est le lendemain de la journée de la gentillesse. Si vous avez un enfant de CM2 ou un enfant chez vous qui a un poisson rouge dans un bocal et que le poisson rouge commence à avoir les nageoires qui tournent comme s'il allait se mettre à l'envers et qu'il va mal, l'enfant de CM2, il dit « on a dû lui donner une cochonnerie à manger et puis on va changer l'eau ». Ça, c'est de la santé environnementale. Eh bien, les politiques de santé en France ne sont même pas à ce niveau-là, puisqu'on envisage l'accès aux soins et la guérison, mais pas du tout le soin de l'environnement où nous baignons. Merci. 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 Excusez-moi, j'ai oublié dans les solidarités, sur ma loi lanceur d'alerte, il y a une fille communiste qui s'appelle Evelyne Didier, il y a une fille centriste qui s'appelle Chantal Joanneau, et si on n'avait pas été les trois nanas à porter à bout de bras le texte, il n'aurait jamais existé. Merci beaucoup à Marie Blandin. Donc, je vais passer la parole en fait à Marie-Christine De Wolf qui représente à elle seule l'Europe. Elle est membre d'un réseau européen. Elle va nous en parler. Elle est agronome de formation et ça me paraît très intéressant parce que beaucoup de décisions, je crois ne pas vous l'apprendre, beaucoup de décisions désormais se prennent à Bruxelles et dans un cadre européen. Alors, je vous passe la parole. Voilà, comme on l'a déjà dit précédemment, c'est vrai qu'au niveau de la Commission européenne, lors de la constitution de la nouvelle Commission européenne, je pense que les ONG européennes ont déjà relevé un certain nombre d'inquiétudes quant au choix de certains parlementaires ou quant à l'attribution des portefeuilles qui peuvent, dans certains cas, placer les parlementaires, juges et parties, dans certaines prises de décision. Donc je pense effectivement, comme on le voit au niveau national, au niveau européen, il y a également certaines inquiétudes que l'on peut voir. Certaines inquiétudes, mais également le risque de perdre, comme François Villerette le disait également, le risque de perdre certains acquis. Donc on a largement discuté, par exemple, le paquet air lors du mandat précédent, et on voit que maintenant, effectivement, ce paquet air, qui est assez vaste parce qu'il a un impact dans tout, les domaines environnementaux. Pour faire une petite parenthèse, par exemple, ILA et d'autres organisations environnementales ont développé du matériel de sensibilisation par rapport à la qualité de l'air, en développement jusqu'à 12 fact sheets, comment on le dit en français, fact sheets, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. 12 fact sheets différents. Papier officiel issu par les autorités sanitaires. Différents pour aborder les différents domaines environnementaux au travers rien que du paquet air. Et donc, on voit que dans les discussions récentes, ce paquet risque d'être suspendu. Donc, il est de nouveau en cours de renégociation. Donc, je pense qu'effectivement, dans les années à venir, non seulement il va falloir assurer les acquis que l'on a engrangés, bon, ça c'est une chose, être vigilant par rapport à ça et, si possible, essayer d'en gagner de nouveaux. Pour ça, il faudra continuer à sensibiliser et les politiques et la société civile sur les enjeux, mais également sur les leçons du passé. On en parlait
Madame, alors j'ai oublié son nom, Van de Lac en parlait effectivement. Elle rappelait les rapports de l'Agence européenne de l'environnement sur les Late Lessons from Early Warnings. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut continuer à sensibiliser les populations sur ces leçons que l'on doit tirer du passé, les leçons que l'on a tirées, mais qu'on oublie. C'est Alzheimer, hein, on en parlait en début de journée. Les leçons que l'on n'a jamais tirées et que l'on devrait tirer. Je pense qu'un autre rapport, c'est plus qu'un rapport, c'est un livre que Philippe Grandjean a écrit sur Only One Chance, où il rappelle également un certain nombre d'effets sur la santé des populations, que ce soit sur toutes les séries de polluants, que ce soit le mercure, les pesticides et bien d'autres, et sur les effets qui ont eu lieu parce que l'on a ignoré, on n'a pas reconnu les enjeux, en fait. Donc je pense qu'il faudra rappeler les leçons du passé, rappeler les effets et rappeler les effets de la non-action. Je pense que ça, ce sont des éléments parlants qui peuvent pousser peut-être à la prise de décision. J'essaie de réfléchir en termes de... On constate que... Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de pousser à l'action ? C'est plutôt dans ce sens-là. Un autre point, je pense que, et la journée d'aujourd'hui le montre, que les associations travaillent beaucoup ensemble et permettent d'avoir une approche globale. Quand je dis globale, c'est nord, sud, est, ouest, puisqu'on a des gens d'un petit peu partout ici, mais également globale sur l'ensemble de la santé, l'ensemble des thématiques santé, que ce soit la qualité de l'air, les disrupteurs endocriniens ou les problèmes allergisants ou autres, que la collaboration entre les ONG est peut-être un exemple que l'on peut montrer à la classe politique, montrer que nous sommes capables de collaborer et de travailler ensemble et d'avoir un discours cohérent entre nous. En fait, je pense que ça, c'est un point important pour garantir, comme je le disais, les acquis et, si possible, engranger de nouvelles victoires. Mais voilà, je pense qu'on en a gagné dans le passé et qu'il faut poursuivre quand même dans cette voie. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour ce ton, malgré tout, optimiste. Je voudrais, pour finir, en tout cas, pour finir à ce stade-là, donner la parole à Gert Peterbruch, qui est un photographe, qui est un spécialiste de l'Amazonie. Je suis content qu'on finisse avec lui, parce qu'au fond, pourquoi se battons tous ? Bien sûr, pour notre santé, pour la santé publique, pour notre santé à tous, pour la santé de tous les organismes vivants. Mais derrière ça, il y a cette fantastique beauté de la nature sauvage. Et l'Amazonie est vraiment un cas connu de nous tous. Et donc, j'aimerais bien que Gert Peterbruch nous dise quelques mots sur son travail, sur sa vision de ce qu'est l'Amazonie aujourd'hui. Et je lui laisse volontiers la parole. Bonjour, donc je ne suis pas là en tant que photographe, mais en tant que président de Planète Amazon, qui est une ONG qui aide à porter la voix des peuples autochtones, des forêts tropicales, principalement au Brésil, en Europe et dans le monde entier. D'ailleurs, je voulais remercier infiniment le professeur Bellepomme de me donner l'occasion de ne pas exclure les peuples autochtones de ce genre de discussion passionnante. Et Marie-Christine Blandin m'a tendu une perche tout à l'heure quand elle disait que les enfants avaient le respect inné de la nature et de l'environnement. Il y a d'autres personnes qui ont ce respect inné et qui ont beaucoup à nous apprendre à ce niveau-là, ce sont évidemment les peuples autochtones. On les connaît sous différentes dénominations, c'est peuple indigène, peuple premier, Première Nation, aborigène. Je voulais juste un petit peu expliquer, faire un état des lieux du monde autochtone. Il reste environ 5000 groupes aujourd'hui qui sont considérés comme des peuples autochtones dans 90 pays. Ça représente 370 millions d'individus, soit 5% environ de la population mondiale. La majeure partie ayant été exterminée ou assimilée. Et dans leur sillage ont disparu évidemment des environnements qui sont irremplaçables.
de façon assez récente, les instances internationales, en particulier l'ONU, commencent maintenant à prendre conscience que détruire ces peuples, c'est aussi détruire les derniers sanctuaires naturels de la planète qu'ils protègent par leur présence, leur mode de vie et leur savoir respectueux de la nature. Donc maintenant, on sait avec certitude que quand on maintient un peuple autochtone sur sa terre, on s'assure que l'espace naturel qu'il occupe ne sera pas altéré. Et à l'échelle locale, l'ONU, avec plusieurs rapports, dit qu'il n'y a pas meilleur moyen de lutter contre le changement climatique. Bon, ils disent que l'ONU dit aussi l'ONU qui a publié une déclaration sur les peuples autochtones, qui est un texte passionnant que je vous invite à découvrir sur Internet. Il dit aussi que les connaissances uniques des peuples autochtones détiennent les clés pour faire face au changement climatique. Et dans un rapport, ils ont compilé des centaines d'études de cas et mis en évidence les changements de politique qui pourraient être faits sur la base des expériences autochtones. Et puisqu'on parle de santé, ils auraient beaucoup évidemment à nous apprendre au niveau de la santé, puisqu'ils ont des savoirs traditionnels qui sont transmis depuis la nuit des temps. Et leur connaissance des biotopes, notamment que nos industries détruisent avant même que nous les ayons étudiés, serait absolument précieuse pour l'humanité entière. Malheureusement, on peut dire qu'à l'inverse, on est en train actuellement de poser de très très graves problèmes aux derniers peuples autochtones qui subsistent. Moi, je vais prendre l'exemple d'un chef qui est très connu, qui est le chef Raoni, avec qui notre ONG a la chance de pouvoir travailler. Et je reviens récemment d'un séjour que j'ai fait chez lui. Il s'agit, d'après tous les spécialistes, du peuple probablement le plus favorisé, le peuple Kayapo, au Brésil. Et donc, le cacique Raoni a réussi à faire démarquer, quand il a fait une tournée en 89 avec Sting, un territoire absolument immense qui est actuellement, avec d'autres territoires qu'il a unifiés, la plus grande réserve de forêt tropicale de la planète. Donc à l'époque, c'était un dessin sur une carte. Aujourd'hui, tout autour, il reste absolument plus rien. Donc il y a des planteurs de soja qui sont autour, des éleveurs qui pratiquent la culture sur brûlis. Et quand on est au village, par exemple, il y a la fumée qui très souvent arrive et vous asphyxie. Donc maintenant, les Kayapos ont beaucoup de maladies respiratoires. Ils ont des vrais problèmes qui n'existaient pas avant. Les engrais chimiques, par exemple, qui sont utilisés en amont du fleuve, sont déversés dans le fleuve et rendent son eau impropre à la consommation. Donc ça veut dire que maintenant, ils ont des diarrhées, des maladies de peau. En ce qui concerne le climat, comme j'ai expliqué, donc, tout ce qui entoure cette région a été détruit, donc tout est perturbé. Les journées sont étouffantes. Vous avez le soir un froid qui équivaut à peu près à ce qu'on peut rencontrer l'hiver au Sahara. Et au nord du village, il y a les chercheurs d'or qui versent du mercure. Il y a aussi des exploitations légales qui reversent du cyanure dans les fleuves. Il y a aussi d'autres problèmes qui sont inhérents à la pression qui s'exerce autour de cette réserve, à savoir que les indigènes ont maintenant de plus en plus de contact avec notre civilisation et ramènent au village des plastiques, des piles, etc., dont ils ne savent pas se débarrasser et qui brûlent. Ça, c'est encore une autre pollution. Quoi d'autre ? Bon, les champs de soja, puisqu'on parlait d'OGM tout à l'heure, il y en a partout tout autour, donc la contamination est évidente. Et ça, c'est le tableau du peuple le plus favorisé du Brésil. Il y a aussi évidemment d'autres désastres en Amazonie. Je ne vais pas avoir le temps de vous parler en détail de ça, mais vous savez peut-être qu'en Équateur, il se passe beaucoup de choses avec une pollution, un désastre écologique qui notamment est appelé le Tchernobyl de l'Amazonie et qui a été causé par la firme Chevron. Bon, je vous invite à aller jeter un coup d'œil dessus. Ce que j'aimerais vous dire, j'aimerais vous lire un extrait d'une lettre que le cacique Raoni a réalisée il y a très peu de temps. Je pense que ça parlera mieux que mes propres mots. Et notamment, cette lettre a été rédigée par rapport à l'inquiétude que lève la construction de nouveaux barrages en Amazonie, barrages dans lesquels les entreprises françaises sont impliquées. Aujourd'hui, après tant d'années de lutte, nous devons à nouveau nous lever et nous battre, car après avoir détruit nos forêts, ils détruisent maintenant nos rivières, sans lesquelles nous ne pouvons pas survivre. Ces rivières sont le sang qui coule dans nos veines. Sans elles, la terre et les animaux mourront, et nous aussi. Je suis très inquiet pour mes frères Munduruku, c'est un peuple indigène de la région du Pará. Et pour les autres peuples indigènes et riverains des fleuves Tapajós et Telespires.
Si le gouvernement réalise son projet de destruction, il signe leur arrêt de mort. À cause des barrages, les poissons ne pourront plus remonter le fleuve pour se reproduire. La forêt noyée pourrira sur place et l'eau deviendra toxique pour les poissons et pour les hommes. L'activité autour des barrages terminera de détruire la forêt et il n'y aura plus de gibier. La pêche et la chasse traditionnelles qui nourrissent toutes ces populations deviendront impossibles. Les moustiques se multiplieront à cause des eaux stagnantes des réservoirs et ceux qui n'ont pas voulu quitter leur terre devront le faire pour échapper à la malaria. Le monde doit faire pression sur le multinational qui participe à la destruction de nos environnements vitaux en s'associant au projet de barrage destructeur mis en place par le gouvernement brésilien afin que celle-ci se désiste. En Europe, accompagné de mon neveu Megaron Tsukaramae, j'ai dénoncé vivement la participation d'entreprises françaises, allemandes ou hollandaises aux barrages hydroélectriques. Nous avons interpellé des députés français, le président de l'Assemblée nationale de ce pays, sur l'implication éhontée d'EDF, une entreprise d'État à 84%, dans le barrage de Sinop, et sur la volonté manifeste de l'entreprise GDF Suez d'entrer dans les enchères des prochains barrages qui seront construits sur le Tapajós. Nous savons qu'il s'agit d'une lutte mondiale et que c'est seulement avec un soutien planétaire que nous pourrons espérer stopper la mort du poumon de la planète, notre magnifique forêt amazonienne. C'est seulement unis que nous pourrons sauver nos rivières, notre forêt, notre planète. Donc moi, ce que j'aimerais dire pour terminer, c'est que aujourd'hui, les projets énergétiques ou industriels adoubés par les gouvernements sont devenus des armes de destruction massive, pas seulement en Amazonie, là je prenais l'exemple sur l'Amazonie, mais vous voyez sur toutes les autres forêts tropicales de la planète, c'est le même topo. Donc on peut considérer, en tout cas eux, ils se sentent en état de guerre, même si leur lutte est pacifique, tous les peuples autochtones de la planète. Et au Brésil ou ailleurs, ils n'ont actuellement aucune arme efficace pour se défendre. La nature non plus. Les deux sont pourtant indispensables et les peuples autochtones ne sont pas le passé de l'homme, ça c'est quelque chose que j'aimerais dire à tout le monde. Ils sont les sentinelles de l'avenir. Et nul ne devrait pouvoir valider une décision impliquant la possible disparition de leur culture, langue, spiritualité et médecine séculaire et la mise en danger de leur santé, bien entendu, sans avoir à en répondre devant l'humanité tout entière. Merci à vous. Merci. Merci à vous.